Vous avez 14 ans, et l'air dans le palanquin scellé est lourd du parfum de la soie et de votre propre peur. Dehors, la cité interdite vrombit d'un pouvoir que vous ne pouvez qu'imaginer. Un monde de jade, de lacs et de phrases murmurées qui peuvent anéantir une vie. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes un réceptacle, une mère potentielle pour le fils d'un empereur. Telle est la vie secrète d'une concubine chinoise, une cage dorée où la beauté est une arme et la survie une forme d'art. Le voyage vers cette boîte suffocante a commencé dans les douces collines brumeuses du sud. Il y a une éternité de cela. On vous appelait autrefois Lin, un nom aussi commun que les fleurs sauvages qui poussaient près de la rivière, non loin de votre maison. Vous étiez la fille d'un fonctionnaire subalterne, un homme dont l'ambition était une douleur sourde et persistante. Il voyait dans votre visage juvénile, dans la courbe de votre front et la ligne délicate de votre mâchoire, non pas une enfant à chérir, mais une clé qui pourrait ouvrir les portes d'un monde d'influence et de faveur impériale dont il ne pouvait que rêver. Le jour où les eunuques impériaux arrivèrent fut un jour d'émotions étranges et contradictoires. Votre village, un lieu au rythme prévisible et au visage familier, fut plongé dans un état d'animation suspendu. L'arrivée des messagers de l'empereur était un honneur terrifiant, paralysant. Ils se déplaçaient avec une grâce glaçante, leurs visages lisses, des masques impassibles qui ne trahissaient rien. Ils étaient les complices du système, des hommes qui avaient sacrifié leur propre virilité pour servir le patriarche ultime, le Fils du ciel. Leurs yeux, dénués de désirs personnels, étaient des instruments d'évaluation froide et objective. Ils vous examinèrent non pas comme un homme examine une femme, mais comme un marchand expertise une pièce de porcelaine rare. Vos dents, vos cheveux, la texture de votre peau, la longueur de vos doigts, même le son de votre voix, chaque partie de vous fut cataloguée, jugée selon une norme invisible et impitoyable. Votre père, d'habitude un homme d'un sang-froid sévère, tremblait en leur offrant le thé, ses mains tremblant si fort que les tasses s'entrechoquaient dans leur soucoupe. Il était lui-même un agent complice, sacrifiant sa fille sur l'autel de ses propres aspirations. Vous fûtes choisi. Le mot résonna dans le silence soudain de votre maison, un glas déguisé en proclamation de gloire. Votre mère pleura, mais ses larmes étaient un cocktail complexe d'orgueil et d'un chagrin profond et instinctif qu'elle ne pourrait jamais exprimer. Elle savait, comme toutes les femmes le savaient, ce que cet honneur signifiait vraiment. C'était un effacement. Vous leur seriez enlevé, votre nom vous serait retiré, votre passé tranché comme un fil. Vous alliez devenir une créature du palais, un ornement numéroté et classé dans la vaste collection de l'empereur. Les préparatifs furent un tourbillon d'activités, une tentative effrénée de polir l'offrande sacrificielle. On vous baigna dans du lait et du miel, on vous frotta la peau jusqu'à ce qu'elle soit à vif, on peigna et parfuma vos cheveux au jasmin. On vous enseigna les rituels complexes de l'étiquette du palais. Comment marcher, comment parler, comment vous incliner, comment verser le thé, comment faire de votre corps un instrument souple et agréable. C'était une déshumanisation systématique, un effritement de la jeune fille que vous étiez pour faire place à la concubine que vous deviez devenir. L'effroi sourd qui s'était installé dans votre estomac comme une pierre le jour de votre sélection était maintenant devenu un résident permanent, un compagnon froid dans votre nouvelle réalité dorée. En montant dans le palanquin, laissant derrière vous le seul monde que vous ayez jamais connu, vous ne vous êtes pas retourné. Regarder en arrière, c'était reconnaître la perte. Et la première règle de survie dans la cité interdite était de ne rien ressentir du tout. La cité interdite n'était pas une ville, c'était un univers en soi, un labyrinthe tentaculaire de cours, de salles et de jardins, tous régis par un ordre rigide et suffocant. L'air lui-même semblait différent ici, lourd du poids de l'histoire, de l'intrigue et des désirs inexprimés. À votre arrivée, vous et les autres jeunes filles choisies fûtes conduites à travers une série de portes, chacune vous emmenant plus profondément au cœur de cette magnifique prison. On vous assigna une petite chambre spartiate dans le palais de l'élégance rassemblée, un nom si cruellement ironique qu'il semblait être une provocation délibérée. Ici, vous n'étiez plus Lin. On vous donna un nouveau nom, Meiging, qui signifie « belle fleur », une étiquette qui définissait votre unique dessein. Vous étiez désormais une dame de talent, l'un des plus bas rangs des concubines impériales, une jeune pousse dans un vaste jardin compétitif, espérant capter un unique rayon du soleil impérial. Les premiers mois furent une période d'entraînement intense et incessant. Sous les yeux attentifs des eunuques supérieurs et des matrones du palais, vous avez appris les arts attendus d'une femme impériale. La calligraphie, la peinture, la musique et le jeu complexe de Go vous furent inculqués, non pas pour votre propre enrichissement,
mais pour faire de vous une diversion plus agréable pour l'empereur. Votre éducation était une forme de guerre psychologique. On vous enseigna les histoires des dynasties passées en mettant un accent particulier sur le sort des concubines qui avaient déplu à l'empereur ou qui avaient été victimes des manigances de leurs rivales. Ce n'étaient pas des leçons, c'étaient des avertissements, des récits édifiants tissés dans la trame de votre existence quotidienne. Vous avez entendu parler de l'impératrice Lu, dont la jalousie l'a conduite à mutiler sa rivale, la consorte Qi, la transformant en cochon humain. Vous avez entendu des chuchotements sur des concubines empoisonnées, étranglées ou forcées au suicide, leurs noms et leurs histoires devenant des fantômes qui hantaient les couloirs du palais. Les complices du système étaient partout. Les eunuques, avec leur voix aiguë et leurs pas glissés, étaient les yeux et les oreilles de l'empereur, leur loyauté absolue, leurs méthodes impitoyables. Ils contrôlaient chaque aspect de votre vie, de la nourriture que vous mangiez aux vêtements que vous portiez. Ils étaient les arbitres de la faveur, les gardiens de la chambre à coucher de l'empereur, et leur sourire était aussi dangereux que leur froncement de sourcils. Les concubines plus âgées, des femmes qui avaient survécu des années dans cet environnement perfide, étaient une autre source de terreur constante et de bas niveau. Elles vous voyaient, vous et les autres nouvelles arrivantes, non pas comme des sœurs dans une captivité partagée, mais comme de nouvelles menaces, ou de nouvelles rivales dans le jeu à somme nulle de la faveur impériale. Leur gentillesse était un masque, leur conseil un piège potentiel. Elles vous enseignèrent l'art de l'insinuation, le langage des menaces voilées et l'importance de forger des alliances, aussi temporaires et fragiles soient-elles. Vous avez appris à lire les changements subtils du climat social du palais, à discerner qui était en faveur et qui ne l'était pas, à naviguer dans les courants dangereux de la jalousie et de l'ambition qui traversaient chaque cour et chaque couloir. La solitude était une présence physique, une douleur constante dans votre poitrine. Vous étiez entouré de gens, mais complètement seul, vos pensées et vos peurs étant vos seules véritables compagnes. La lutte consistait à maintenir un sentiment de soi, à s'accrocher au souvenir de la jeune fille nommée Lin, contre la force écrasante du système conçu pour l'effacer. Votre destin, vous l'avez vite compris, n'était pas le vôtre. Il appartenait au tyran dysfonctionnel au centre de cet univers, un homme que vous n'aviez même jamais vu. L'empereur, le fils du ciel, était moins un homme qu'un mythe, une divinité lointaine et toute puissante dont les humeurs dictaient le temps qu'il faisait dans toute la cité interdite. Au cours de votre première année, vous ne l'avez pas vu une seule fois. Vous entendiez parler de ses visites dans d'autres palais, des lanternes allumées pour son arrivée, des sons de musique et de célébration qui flottaient par-dessus les hauts murs, un rappel constant de votre propre insignifiance. Il était l'empereur Jiajing, un homme dont le règne fut marqué par une paranoïa profonde et corrosive. Il était monté sur le trône à l'adolescence, et les années avaient transformé son insécurité initiale en une véritable psychose politique. Il ne faisait confiance à personne, voyant des assassins et des conspirateurs dans chaque ombre. Son obsession n'était pas la gouvernance, mais une quête désespérée et dévorante de l'immortalité. Cette fixation avait transformé le palais en un laboratoire pour ses expériences alchimiques bizarres et souvent mortelles. Les prêtres et mystiques taoïstes, avec leurs promesses d'élixirs et de pilules magiques, étaient devenus ses conseillers les plus fiables, leur influence éclipsant celle de ses ministres et de ses généraux. La cour était truffée de leurs étranges rituels, l'air souvent épais de la fumée d'herbes brûlées et de l'odeur écœurante de concoctions étranges. Tel était le tyran dysfonctionnel que vous étiez censé satisfaire, un homme dont l'esprit était un labyrinthe de peurs et de fantasmes ésotériques. Votre première rencontre avec lui fut aussi décevante que terrifiante. Vous ne fûtes pas choisi pour son lit, mais pour le servir lors d'un banquet. Avec une douzaine d'autres concubines de Baran, vous vous êtes agenouillés sur le sol poli, la tête baissée, vos mains stables alors que vous lui offriez du vin dans une coupe de jade. Vous n'osiez pas regarder son visage, mais vous pouviez sentir sa présence, une aura palpable de pouvoir absolu et d'instabilité latente. Sa voix, quand il parla, était étonnamment douce, mais elle portait une pointe de cruauté capricieuse qui vous fit dresser les poils sur les bras. Il ne parlait pas à ses ministres des Affaires de l'État, mais à ses conseillers taoïstes de la recherche de minéraux rares pour ses élixirs. C'était un homme entièrement consumé par son propre monde intérieur, le vaste empire qu'il gouvernait n'étant qu'une simple toile de fond à son drame personnel. Être remarqué par un tel homme, c'était marcher sur le fil du rasoir. Être ignoré, c'était languir dans l'obscurité, une fleur se flétrissant sur sa tige. Mais être choisi, être introduite dans le sanctuaire de sa paranoïa, c'était entrer dans une nouvelle phase, plus dangereuse, du jeu. Pour l'empereur Jiajing, les femmes de son harem n'étaient pas des objets de désir au sens conventionnel du terme.
elle faisait partie de ses expériences alchimiques. Il croyait que l'essence vitale des jeunes vierges pouvait être récoltée pour alimenter sa propre longévité. Ce fantasme tordu, né de sa terreur de la mort, avait transformé la chambre impériale d'un lieu d'intimité en un site de cruauté systématique. La victime impuissante n'était pas une seule femme, mais des centaines, toutes piégées dans la toile de son obsession pathologique. Votre tour vint par une froide nuit d'automne. Un eunuque supérieur arriva dans vos quartiers, le visage impassible, et prononça les mots que chaque concubine à la fois désirait et redoutait. « L'empereur vous mande ». La préparation fut une affaire frénétique et ritualisée. On vous baigna de nouveau, votre corps fut parfumé, vos cheveux arrangés en une coiffure élaborée. On vous vêtit de couches de la plus fine soie, chacune étant une barrière fine comme un murmure contre le froid et l'inconnu. Alors qu'on vous conduisait à travers les cours silencieuses et éclairées par la lune, le silence lui-même semblait crier. Vous fûtes emmenés au palais de la pureté céleste, la résidence privée de l'empereur. L'air à l'intérieur était lourd de l'odeur de l'encens et de produits chimiques inconnus, un témoignage de sa quête incessante de la vie éternelle. L'empereur attendait, non pas dans son lit, mais dans une chambre remplie de récipients en bronze et de cartes des constellations. Il était plus âgé que vous ne l'aviez imaginé. Son visage un masque de peau pâle et poudré, ses yeux sombres, des abîmes agités de suspicion. Il ne vous regarda pas avec lubricité, mais avec la curiosité détachée d'un scientifique examinant un spécimen. Il parla de l'équilibre du yin et du yang, de la force vitale, le qi, qui résidait en vous. Ses paroles étaient un fatras confus de philosophie taoïste et de délire paranoïaque. Il croyait qu'en s'accouplant avec de jeunes vierges sans émission, il pouvait absorber leur essence yin, renforçant ainsi son propre yang et prolongeant sa vie. L'acte lui-même fut une procédure froide et clinique, dépourvue de tout semblant de passion ou de connexion. Vous étiez un réceptacle, un ingrédient vivant dans sa grotesque recette pour l'immortalité. L'expérience fut profondément déshumanisante, une violation qui allait au-delà du physique. C'était une agression contre votre essence même, votre force vitale traitée comme une marchandise à consommer. Ensuite, vous fûtes renvoyés, retournant à vos quartiers dans le froid de l'aube, le corps endolori, l'esprit en proie, à un tourbillon de confusion et de honte. Telle devint votre nouvelle réalité. Vous étiez convoqués périodiquement, une jeune fille parmi une longue lignée de jeunes filles, toutes nourrissant la peur insatiable de l'empereur de sa propre mortalité. Vous fûtes élevés au rang de noble dame, une promotion qui s'accompagnait d'une chambre plus grande, de vêtements plus fins et de la jalousie latente de vos rivales. La promotion n'était pas une récompense, c'était une marque. Cela signifiait que vous étiez maintenant une partie plus importante du rituel bizarre de l'empereur, votre proximité avec lui faisant de vous à la fois une cible et un outil. La torture psychologique était incessante. Vous viviez dans un état d'anxiété constant, vos journées rythmées par les allées et venues des eunuques, vos nuits remplies de la crainte de la prochaine convocation. Vous avez vu les ravages que cela causait sur les autres filles. Certaines devinrent renfermées et silencieuses, les yeux vides, l'esprit brisé. D'autres devinrent cassantes et cruelles, tournant leur propre souffrance vers l'extérieur, s'en prenant à celles qui leur étaient inférieures. C'était un cours magistral de cruauté systématique, un système conçu pour briser l'esprit humain, pour monter les femmes les unes contre les autres, pour s'assurer que le seul pouvoir en ce monde appartenait à l'homme en son centre. Le palais était un écosystème clos d'intrigues, et les alliances étaient la seule monnaie qui comptait. Vous avez appris cette leçon à la dure. Votre élévation en rang, bien qu'apparemment une bénédiction, avait peint une cible sur votre dos. Les autres concubines, en particulier celles qui étaient au palais depuis plus longtemps et n'avaient pas encore reçu la faveur de l'empereur, vous voyaient comme un obstacle. Leurs sourires devinrent plus acérés, leurs questions polies chargées de piques cachées. La plus dangereuse d'entre elles était la consorte Duan, une femme dont la beauté était aussi redoutable que son ambition. Elle était au palais depuis 5 ans et avait donné une fille à l'empereur, un fait qui lui conférait un statut important mais ne lui offrait pas le prix ultime, un fils. Elle voyait l'intérêt de l'empereur pour vous, aussi clinique et étrange soit-il, comme une menace directe à sa propre position. Sa jalousie était une force palpable, un poison froid qui s'infiltrait dans chaque interaction. Elle commença à orchestrer une campagne subtile contre vous. Une précieuse épingle à cheveux, un cadeau de l'empereur, disparut de votre chambre, pour être retrouvée en possession de votre servante personnelle, qui fut alors brutalement battue pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Une rumeur commença à circuler selon laquelle vous pratiquiez secrètement la sorcellerie pour ensorceler l'empereur. Une accusation dangereuse dans une cour déjà imprégnée de superstition et de paranoïa.
Vous vous êtes senti lentement, méthodiquement isolé, les murs invisibles de la cité interdite se refermant sur vous. Vous avez réalisé que vous ne pouviez pas survivre seul. Votre seul espoir était de trouver un protecteur, quelqu'un avec assez de pouvoir pour vous protéger des machinations de la consorte d'Uan. Ce protecteur se présenta sous la forme improbable d'un eunuque nommé Wei. Wei était l'un des eunuques supérieurs, un homme qui avait servi l'empereur Jiajing pendant plus de 20 ans. Il était un complice du système, ses mains tachées par les cruautés silencieuses de la cour, mais il était aussi un pragmatique. Il avait vu d'innombrables concubines s'élever et chuter, et il comprenait l'équilibre délicat du pouvoir mieux que quiconque. Il voyait en vous non pas un autre joli visage, mais un atout potentiel. Vous étiez jeune, vous aviez l'attention de l'empereur, et vous étiez, selon lui, assez intelligente pour être utile. Il vous aborda un soir, sa voix un doux râle dans le crépuscule de votre petit jardin. Il n'offrit pas l'amitié, il offrit une transaction. Il vous protégerait, vous guiderait et assurerait votre faveur continue auprès de l'empereur. En retour, vous seriez ses yeux et ses oreilles, lui rapportant les chuchotements et les secrets des quartiers des femmes. C'était un pacte avec le diable, un pas de plus dans l'ambiguïté morale du palais, mais c'était un pacte que vous ne pouviez pas refuser. Votre survie en dépendait. Sous la tutelle de Wei, vous avez appris à jouer le jeu avec un nouveau niveau de sophistication. Il vous a appris comment retourner les stratagèmes de vos rivales contre elle, comment semer vos propres rumeurs, comment feindre la faiblesse pour attirer vos ennemis dans un piège. Vous êtes devenue une étudiante de la guerre psychologique, votre innocence un masque soigneusement conçu. Vous avez appris à utiliser la propre paranoïa de l'empereur à votre avantage. Connaissant sa peur du poison, vous avez fait grand spectacle de goûter votre propre nourriture avant qu'elle ne soit servie, une performance subtile de loyauté qui jouait directement sur ses angoisses. Vous avez cultivé un air de pureté sereine, presque spirituelle, vous positionnant non pas comme une créature d'ambition, mais comme un autre composant de sa quête d'immortalité, une contributrice volontaire et désintéressée à son bien-être. C'était une performance tordue, épuisante, une bataille constante pour réprimer votre propre révulsion et votre peur. Vous étiez en train de devenir l'une d'entre elles, votre humanité s'érodant à chaque sourire calculé, à chaque soumission feinte. La jeune fille nommée Lin n'était plus qu'un faible souvenir fantomatique, une victime de votre volonté de survivre dans ce lieu magnifique et monstrueux. L'obsession de l'empereur pour l'alchimie taoïste commença à s'intensifier, son comportement devenant plus erratique et ses exigences plus dangereuses. Sa quête de l'élixir de vie l'avait amené à croire qu'il devait consommer une sorte de pilule spéciale, faite à partir du sang menstruel de vierge, mélangée à des perles en poudre et d'autres ingrédients exotiques. Cette ingéniosité perverse marqua un nouveau chapitre terrifiant dans la vie des femmes du palais. Un décret fut publié. Un groupe sélectionné des plus jeunes concubines, des filles âgées de 13 à 16 ans, devait être choisi à cette fin spécifique. Elles devaient être logées au palais du printemps éternel, leur régime alimentaire strictement contrôlé pour assurer la pureté de leurs fluides vitaux. Il leur était interdit de manger autre chose que des feuilles de mûrier et de l'eau de pluie, un régime conçu pour les maintenir faibles et dociles. Elles devinrent, en substance, un troupeau humain, cultivé pour une seule et grotesque récolte. Vous fûtes épargnés de ce destin particulier, étant légèrement trop âgés, mais vous fûtes forcés d'assister à sa mise en œuvre, un spectacle glaçant de la psychose métastatique de l'empereur. Vous avez vu la terreur dans les yeux des filles choisies, dont certaines que vous aviez considérées comme des amies, alors qu'on les emmenait. Elles étaient les victimes impuissantes ultimes, leur corps transformé en laboratoire vivant pour le fantasme tordu de l'empereur. Les médecins du palais, autrefois des hommes de guérison, étaient désormais des complices du système du plus haut niveau, leurs connaissances médicales réutilisées pour servir la folie de l'empereur. Ils supervisaient la collecte du « plomb rouge », comme on l'appelait par euphémisme, leur visage sombre et impassible alors qu'ils s'acquittaient de leurs devoirs grotesques. L'atmosphère dans la cité interdite s'assombrit, l'air chargé d'une tension presque insupportable. La cruauté systématique avait atteint un nouveau sommet. Les filles du palais du printemps éternel mouraient lentement de faim, leur corps se consumant, leurs esprits brisés. Des rumeurs de leur souffrance se répandirent dans les quartiers des femmes, des récits d'évanouissement, de pleurs qui résonnaient dans les couloirs la nuit, d'un désespoir si profond qu'il était comme une maladie physique. La consorte d'Uan, toujours opportuniste, vit ce nouveau développement comme une chance de consolider son propre pouvoir. Elle devint une ardente partisane des recherches alchimiques de l'empereur, louant sa sagesse et sa dévotion. Elle se chargea d'aider à superviser le projet, sa cruauté trouvant un nouveau débouché,
officiellement sanctionnée. Elle se rendait au palais du printemps éternel, son visage un masque de fausse sympathie, et réprimandait les filles affamées pour leur manque de dévotion, les accusant d'impureté si elles osaient seulement crier dans leur faim. C'était un monstre créé par un système monstrueux, ses propres insécurités et ambitions tordues en une arme d'abus. Votre protecteur eunuque, Wei, vous avertit de rester à l'écart, de feindre l'ignorance, de vous concentrer uniquement sur le maintien de la faveur de l'empereur. C'était un conseil pragmatique, le seul conseil sensé dans un monde insensé. Mais cela vous rongeait. Ne rien faire, c'était être complice, permettre que votre propre survie soit achetée au prix de la souffrance des autres. Les compromis moraux s'accumulaient, chacun étant une lourde pierre sur votre conscience. Vous aviez appris à jouer le jeu, mais vous commenciez à réaliser qu'il n'y avait pas de gagnant, seulement différents degrés de perte. Le point de rupture arriva, comme si souvent, non pas avec une grande explosion, mais avec un seul acte désespéré. L'une des filles du palais du printemps éternel, une jeune femme nommée Liena, qui était arrivée au palais dans le même groupe que vous, ne put supporter plus longtemps le tourment. Liena était une âme douce et tranquille, connue pour son talent à jouer du zither, sa musique étant une rare source de beauté authentique dans l'atmosphère étouffante de la cour. Mais la famine, les procédures médicales constantes et la terreur psychologique l'avaient brisée. Une nuit, dans un accès de désespoir, elle se pendit aux poutres de sa petite chambre avec sa propre ceinture de soie. Sa mort ne fut pas traitée comme une tragédie, mais comme un inconvénient, une impureté qui avait contaminé le projet sacré de l'empereur. Son corps fut enlevé sans cérémonie, son existence effacée comme si elle n'avait jamais été. Mais son suicide provoqua une onde de choc dans les quartiers des femmes. C'était un témoignage brutal et indéniable de l'horreur de leur situation. Le désespoir inexprimé qui couvait sous la surface avait maintenant un nom, un visage, une finalité tragique. Pour un petit groupe de concubines, la mort de Liena ne fut pas seulement une tragédie, ce fut un catalyseur, mené par une femme nommée Yang Jinying, une concubine qui avait été une amie proche de Liena. Un complot désespéré et impensable commença à se former. Elles allaient tuer l'empereur. C'était une mission suicide, un pari fou né du désespoir absolu. Mais à leurs yeux, c'était la seule voie qui restait. Elles n'étaient plus des victimes impuissantes. Elles choisissaient de se battre, même si cela signifiait une mort certaine. La conspiration était faite de chuchotements et de regards volés, une toile de confiance fragile dans un monde où la confiance était une responsabilité fatale. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas utiliser de poison. La nourriture de l'empereur était trop soigneusement gardée. Elles optèrent pour une méthode plus directe, plus intime, la strangulation. Elles attendraient qu'il soit endormi, dans le profond sommeil induit par l'opium qui suivait souvent ces rituels alchimiques, et elles utiliseraient les cordons de soie des lanternes du palais pour mettre fin à ses jours. Le plan était à couper le souffle par son audace et sa folie. Elles n'étaient qu'une poignée de filles affamées et traumatisées contre l'homme le plus puissant de la terre, un homme protégé par une légion de gardes et d'eunuques. Pourtant, leur détermination était absolue. Elles avaient été poussées au-delà des limites de l'endurance humaine, et dans leur souffrance partagée, elles avaient trouvé un courage étrange et terrible. Elles choisirent une nuit où l'empereur devait visiter les quartiers de la consorte Duan. C'était un risque calculé. L'ambition de Duan faisait d'elle une alliée potentielle, mais sa cruauté en faisait aussi une traîtresse potentielle. Les conspiratrices, menées par Yang Jinying, décidèrent qu'elles n'avaient pas d'autre choix que d'essayer de la recruter. Elles croyaient que sa propre position précaire, son échec à produire un héritier mâle, pourrait la rendre assez désespérée pour se joindre à leur cause. L'approche fut faite, une proposition murmurée dans un couloir sombre. La réaction de la consorte Duan ne fut pas celle qu'elles avaient espérée. Elle n'accepta pas, mais plus terrifiant encore, elle ne refusa pas. Elle écouta, son visage un masque parfait et illisible, puis les renvoya d'un geste de la main, les laissant dans un état d'incertitude angoissante. S'était-elle jointe à elle, ou allait-elle les trahir? Leur vie dépendait maintenant du caprice d'une femme qu'elle savait impitoyable et égoïste. La nuit de l'assassinat prévu arriva, lourde d'une tension suffocante. Les conspiratrices, leurs visages pâles et tirés à la lumière vacillante des lampes, rassemblèrent leurs cordons de soie, leurs mains tremblantes mais leurs yeux remplis d'une sombre détermination. Elles se déplacèrent à travers le palais comme des fantômes, leurs chaussons souples ne faisant aucun bruit sur les sols polis. Elles connaissaient la disposition des appartements privés de l'empereur, les routines des gardes, les moments de vulnérabilité dans la forteresse autrement impénétrable de sa sécurité. Leur plus grand obstacle, et leur plus grand espoir, était la consorte Duan.
Elle ne savait pas si elle les aiderait à accéder à l'empereur endormi ou si elle avait déjà sonné l'alarme et qu'elle marchait droit dans un piège. En s'approchant des appartements de l'empereur, elles virent un spectacle qui leur glaça le sang. La consorte Duan les attendait, mais elle n'était pas seule. Debout avec elle se tenait Wei, votre protecteur eunuque, son visage aussi impassible que jamais. Un instant, les conspiratrices se figèrent, convaincues d'avoir été trahies. Mais Duan fit un léger signe de tête, presque imperceptible, et Wei s'écarta, leur faisant signe d'entrer dans la chambre à coucher de l'empereur. Ce fut un moment de vérité stupéfiant et terrifiant. Duan et Wei, les pragmatiques ultimes, les survivants ultimes, avaient pris une décision calculée. Ils savaient que la folie de l'empereur devenait un handicap. Sa négligence des affaires de l'État, le gaspillage du trésor dans sa quête d'immortalité et son comportement de plus en plus erratique déstabilisaient la cour. Ils voyaient ce complot désespéré et suicidaire, non pas comme une solution, mais comme une opportunité, un événement chaotique qu'ils pourraient potentiellement manipuler à leur propre avantage. Ils ne se joignaient pas à la conspiration, ils la laissaient se produire, prêts à ramasser les morceaux, quelle que soit l'issue. Les jeunes filles se glissèrent dans la chambre. L'empereur Jiajing dormait sur son grand lit, l'odeur d'opium lourde dans l'air. Un instant, elles hésitèrent, regardant l'homme qui était la source de toute leur misère. Il paraissait si petit, si fragile dans son sommeil, un simple mortel dépouillé de son aura impériale. Mais le souvenir de Liena, de leur propre souffrance, endurcit leur résolution. Elles jetèrent le cordon de soie autour de son cou et tirèrent. Mais dans leur hâte et leur terreur, elles commirent une erreur fatale. Elles firent un nœud simple, et non un nœud coulant. Alors qu'elles tiraient, le nœud se serra, lui coupant le souffle, mais il ne le tua pas rapidement. L'empereur, le visage violacé, les yeux exorbités, commença à se débattre, ses halètements étouffés étant un son horrifiant dans la pièce silencieuse. La panique éclata. Les filles, leur plan tournant horriblement mal, tirèrent de toute leur force, mais le nœud tint bon. Dans le chaos, l'une des plus jeunes filles, terrifiée par la lutte violente, perdit son sang-froid. Elle se retourna et s'enfuit en hurlant, ses cris brisant le silence de la nuit et scellant leur destin. Les gardes, alertés par les cris, firent irruption dans la pièce. La scène qu'ils découvrirent était d'une violence grotesque et cauchemardesque. L'empereur était inconscient, respirant à peine, un cordon de soie enfoncé dans son cou, entouré d'un groupe de concubines terrifiées et en difficulté. Les conspiratrices furent capturées immédiatement. Le palais éclata dans le chaos. L'impératrice, une femme redoutable qui avait longtemps été mise à l'écart par les obsessions taoïstes de l'empereur, arriva sur les lieux. Elle vit tout de suite la gravité de la situation. Tandis que l'empereur gisait inconscient, elle prit le contrôle. Elle ordonna aux médecins du palais de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour le sauver. Puis, avec une efficacité froide et rapide, elle ordonna l'arrestation de chaque personne impliquée, ou même soupçonnée d'être impliquée, dans le complot. Les conséquences furent une purge brutale et systématique. L'impératrice, saisissant l'occasion d'éliminer ses rivales et de restaurer un semblant d'ordre à la cour, agit avec une précision impitoyable. Les 6 conspiratrices, menées par Yang Jinying, furent soumises à la mort par 1000 coupures. Une exécution horrible et prolongée réservée aux crimes les plus odieux. Leurs corps furent démembrés, leurs familles exécutées jusqu'au 9e degré, leurs noms maudits pour l'éternité. Le châtiment fut un spectacle de terreur d'État, un message clair et brutal à quiconque oserait jamais défier l'autorité du Fils du ciel. La consorte Duan, la femme qui s'était tenue au bord du gouffre de la conspiration, fut également arrêtée. Malgré sa décision de dernière minute d'alerter l'impératrice, son hésitation initiale, son incapacité à arrêter le complot immédiatement, fut considérée comme un acte de trahison. Elle fut condamnée, son ambition et sa cruauté la menant au même sort que les femmes qu'elle avait tourmentées. Son histoire devint un autre récit édifiant, un témoignage du fait que dans la cité interdite, personne n'était en sécurité. Wei, l'eunuque, dans un acte magistral d'autopréservation, réussit à échapper à la purge. Il prétendit qu'il avait tenté d'arrêter les conspiratrices, qu'il était en route pour alerter les gardes lorsque le chaos éclata. Dans la confusion, avec les principaux acteurs morts, sa version des faits fut acceptée. Il demeura une figure importante de la cour, un survivant silencieux et vigilant qui avait navigué dans les courants perfides et en était sorti, une fois de plus, indemne. Et vous fûtes prise dans la toile. L'une des filles capturées, sous la torture, avait mentionné votre nom, parlant de votre sympathie discrète pour leur sort. C'était une accusation fragile,
Mais dans l'atmosphère de paranoïa et de vengeance qui s'empara du palais, c'était suffisant. Vous fûtes arrêté, jeté dans les cellules froides et humides de la prison du palais. Vous fûtes interrogé pendant des jours, les questions incessantes, les menaces voilées mais terrifiantes. Vous étiez de nouveau une victime impuissante, votre destin ne tenant qu'à un fil, dépendant des caprices de ceux au pouvoir. Ce fut Wei qui vous sauva. Il intervint en votre nom, parlant à l'impératrice, se portant garant de votre loyauté. Il vous dépeignit comme une jeune fille simple et naïve, incapable d'un complot aussi complexe et traître. Il argua que vous étiez une favorite de l'empereur et que votre mort lui déplairait à son rétablissement. C'était un appel calculé, jouant sur le désir de l'impératrice de maintenir la stabilité et son respect pour l'autorité de l'empereur, aussi compromise soit-elle. Son intervention fonctionna. Vous fûtes libéré, innocenté de tout soupçon, et retournâtes à vos quartiers. Vous aviez survécu mais vous n'étiez plus la même. L'expérience avait dépouillé les derniers vestiges de votre innocence. Vous aviez regardé dans l'abîme, et l'abîme avait regardé en vous. Vous compreniez maintenant, avec une clarté glaçante, la vraie nature du monde que vous habitiez. C'était un monde construit sur une fondation de cruauté systématique, où la survie était une question de chance, de ruse et d'une volonté de faire des compromis moraux impossibles. L'empereur Jiajing finit par se rétablir, bien que la tentative d'assassinat l'ait rendu encore plus paranoïaque et reclus qu'auparavant. Il ne parla jamais de l'incident, et un voile de silence fut tiré sur la soi-disant révolte des femmes du palais. Le registre officiel fut expurgé, l'événement réduit à une note de bas de page, un bref moment de folie inexplicable. L'empereur se retira encore plus loin dans son monde d'alchimie et de superstition, sa peur de la mort étant maintenant un brasier ardent. Il devint un quasi-prisonnier dans son propre palais, rarement vu, ses édits délivrés par les eunuques qui détenaient désormais encore plus de pouvoir qu'auparavant. Votre propre position, paradoxalement, fut renforcée par la tourmente. Aux yeux de l'empereur convalescent, vous étiez l'une des rares à être restée pure, non souillée par la trahison qui avait balayé les quartiers des femmes. Votre survie fut considérée comme un témoignage de votre loyauté, une perception soigneusement cultivée par Wei. Vous fûtes de nouveau élevé, cette fois au rang de consorte impériale, l'une des plus hautes positions du harem. On vous donna une vaste et belle cour privée, une légion de serviteurs et un accès à une richesse et un luxe dépassant vos rêves les plus fous. Mais tout cela était creux, une belle coquille vide. Le luxe était une cage, les serviteurs des espions, et la richesse un rappel constant du prix que vous aviez payé. Vous viviez dans un état de crainte tranquille et perpétuelle, les fantômes de Liena, Yang Jinying et même de la consorte Duan étant vos compagnons constants. Vous jouiez le rôle requis de vous. Vous étiez la consorte sereine et dévouée, une présence apaisante pour un homme profondément meurtri et dangereux. Vous participiez à ces rituels bizarres, lui offrant votre chi non pas avec la terreur d'une jeune fille, mais avec la résignation détachée d'une survivante de longue date. Vous aviez maîtrisé l'art de la dissociation, la capacité de séparer votre esprit de votre corps, de vous retirer dans un sanctuaire intérieur où la jeune fille nommée Lin existait encore, aussi faiblement soit-il. Vous avez vu les années passées, de nouvelles filles arriver au palais, leurs visages remplis du même mélange d'espoir et de peur que vous aviez autrefois. Vous les avez vues entrer dans le même cycle d'entraînement, de compétition et de déshumanisation. Vous étiez maintenant l'une des concubines supérieures, l'une des femmes que les nouvelles arrivantes regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. Vous pouviez voir les questions dans leurs yeux. Comment aviez-vous survécu? Quel terrible compromis aviez-vous fait? Vous ne leur offriez aucune réponse, aucun réconfort. Le faire serait vous mettre en danger, enfreindre la règle cardinale de la survie. Vous étiez devenu une complice du système, votre silence une trahison nécessaire de votre propre passé, de votre propre genre. Vous faisiez partie de la machine qui vous avait écrasé. Le seul acte de rébellion qui vous restait était petit, secret et intensément personnel. Dans le calme de votre prison luxueuse, vous pratiquiez votre calligraphie, la seule forme d'art qui vous apportait une certaine paix. Mais vous n'écriviez pas la poésie élégante et approuvée de la cour. Au lieu de cela, vous écriviez les noms des filles mortes, Liena, Jinying, et toutes les autres dont les histoires avaient été effacées. Vous les écriviez encore et encore, l'encre noire se répandant sur le papier de riz délicat, un mémorial silencieux et secret aux victimes oubliées de cette cage dorée. Les années se fondirent les unes dans les autres, chacune marquée par la même routine suffocante, le même désespoir tranquille. L'empereur vieillissait, son corps s'affaiblissait,
son obsession de l'immortalité devenant plus frénétique et pathétique. Les élixirs qui étaient censés lui accorder la vie éternelle l'empoisonnaient en fait. Les métaux lourds et les minéraux toxiques qu'il consommait avec une telle dévotion le détruisaient lentement de l'intérieur. Sa peau prit une pâleur mortelle, ses mains tremblaient, et sa paranoïa s'approfondit jusqu'à un état de délire quasi constant. C'était un homme mourant, consumé par la peur de la chose même que ses actions avaient hâtée. Vous avez observé son déclin avec une pitié étrange et détachée. C'était un monstre, l'architecte de votre misère et de la misère d'innombrables autres. Mais dans ces dernières années, vous l'avez vu pour ce qu'il était vraiment, un homme profondément imparfait et terrifié, un tyran dysfonctionnel dont la cruauté naissait de sa propre et profonde faiblesse. Il était tout autant prisonnier du système que vous, piégé par les attentes impossibles de son rôle divin, hanté par le spectre de sa propre mortalité. Sa mort, quand elle arriva enfin, fut aussi silencieuse et décevante que sa vie avait été tumultueuse. Il s'éteignit dans son sommeil, son long et destructeur règne se terminant non pas par une détonation, mais par un murmure. La nouvelle de sa mort provoqua un frémissement dans la cité interdite, mais c'était un frémissement d'incertitude, non de chagrin. Un nouvel empereur, son fils, monterait sur le trône du dragon, et tout l'écosystème complexe de la cour serait plongé dans un état de fluctuation. Pour les concubines survivantes de l'empereur Jiajing, sa mort n'était pas une libération. Selon une ancienne tradition, les concubines qui n'avaient pas donné de fils à l'empereur défunt devaient le suivre dans la mort. Certaines se verraient accorder l'honneur de se suicider, recevant un cordon de soie ou une fiole de poison. D'autres, moins chanceuses, seraient enterrées vivantes dans son immense tombeau, leurs cris fantomatiques réduits au silence par des tonnes de terre et de pierre, condamnées à le servir dans l'au-delà comme elle l'avait fait dans la vie. C'était l'acte de possession finale et brutale du système. Votre destin, cependant, fut différent. Wei, toujours maître du jeu à long terme, avait anticipé cela. Des années plus tôt, il s'était arrangé pour que vous soyez officiellement déclarée mère adoptive de l'un des plus jeunes fils de l'empereur, un garçon né d'une concubine de bas rang décédée en couche. C'était une manœuvre politique, un moyen pour Wei de sécuriser sa propre influence auprès du futur empereur, mais pour vous, c'était une bouée de sauvetage. En tant que mère d'un prince, vous fûtes épargnée du tombeau. On vous accorda le titre de consorte douairière et une place au palais de la compassion et de la tranquillité, la résidence traditionnelle des veuves des empereurs passés. Vous aviez survécu aux tyrans, aux rivales, aux conspirations, vous aviez gagné la partie. Mais en emménageant dans votre nouvelle et tranquille résidence, vous ne ressentiez aucun sentiment de victoire. Votre vie avait été un long et lent sacrifice. Vous aviez renoncé à votre nom, votre famille, votre jeunesse, votre humanité, tout cela pour le prix de la survie. Et quelle était votre récompense? Une cage plus grande et plus luxueuse, où vous passeriez le reste de vos jours dans une obscurité tranquille et respectable, une relique vivante du règne d'un homme mort. Dans la solitude tranquille du palais de la compassion et de la tranquillité, les fantômes de votre passé étaient vos compagnons les plus constants. Le silence de votre élégante cour contrastait vivement avec le bruit psychologique de votre vie dans la cour intérieure. Ici, il n'y avait plus de complot à déjouer, plus de rival à surpasser, plus de convocations terrifiantes au milieu de la nuit. Il n'y avait que le passage lent et inexorable du temps. Vous étiez un monument vivant d'une époque révolue, votre présence un rappel constant, bien que silencieux, du long et troublé règne de l'empereur Jiajing. Le nouvel empereur, un homme jeune et vigoureux, était occupé à consolider son propre pouvoir, purgeant la cour des conseillers taoïstes corrompus de son père et installant ses propres loyalistes. Le monde avançait, vous laissant, vous et les autres douairières, derrière, des figures oubliées dans un nouveau chapitre de l'histoire. Vous passiez vos journées en contemplation silencieuse, vous occupant de votre petit jardin, pratiquant votre calligraphie et lisant les écritures bouddhistes qui parlaient du détachement et de l'illusion du monde matériel. Vous essayez de trouver la paix, de réconcilier la femme que vous étiez devenue avec la jeune fille que vous aviez été. Mais la paix était insaisissable. Les cicatrices de votre passé étaient trop profondes. La nuit, vous rêviez du visage doux de Liena, des yeux féroces de Yang Jinying, des cris terrifiés des filles enterrées vivantes dans le tombeau impérial. Vous aviez survécu, mais vous portiez le poids de leur mort, la culpabilité de vos propres compromis. Vous étiez un témoignage du coût humain profond d'un système qui traitait les femmes comme des biens, comme des outils, comme des objets décoratifs à utiliser et à jeter à volonté.
Votre vie avait été façonnée par une série de choix impossibles, chacun étant un pas de plus loin de votre propre âme. Vous aviez appris les arts sombres de la survie dans un monde conçu pour vous détruire, et ce faisant vous aviez perdu une partie de vous-même que vous ne pourriez jamais récupérer. La vie secrète d'une concubine chinoise n'était pas une histoire de romance ou de glamour. C'était une histoire de guerre psychologique, de déshumanisation systématique, de la lutte silencieuse et désespérée pour conserver son identité face à un pouvoir écrasant. C'était l'histoire de milliers de femmes, leurs noms et leur vie effacés par l'histoire, leur souffrance une fondation silencieuse et invisible sur laquelle le grand édifice de l'Empire fut construit. Vos dernières années se sont déroulées dans cet état de réflexion sombre et philosophique. Vous aviez vu le sommet du pouvoir et les profondeurs du désespoir. Vous aviez connu à la fois la beauté exquise et la cruauté grotesque de la cité interdite. Et vous en étiez venu à comprendre que la véritable prison n'était pas les hauts murs du palais, mais les attentes rigides et impitoyables du monde qu'il représentait. La cage dorée n'était pas seulement un lieu, c'était une idée, un système de croyances qui valorisait le pouvoir sur les gens, l'ambition sur l'empathie et l'héritage sur la vie. En vieillissant, votre beauté s'estompant comme les derniers rayons d'un soleil d'hiver, vous avez trouvé une liberté étrange et douce amère. Vous n'étiez plus un objet de désir ou un pion politique. Vous étiez simplement une femme, une survivante, un témoin. Et dans les derniers moments silencieux de votre vie, vous avez pensé à votre vrai nom, le nom qu'on vous avait donné à la naissance, le nom d'une fleur sauvage au bord d'une rivière dans le sud. Lynn. C'était un murmure d'une vie antérieure, un dernier acte de mémoire, un acte de défi pour vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne décide de qui vous deviez être. L'héritage de la cité interdite est celui d'une splendeur architecturale et d'une grandeur impériale, un témoignage de la puissance et de la longévité de l'une des grandes civilisations du monde. Ces toits élancés, ces sculptures complexes, ces vastes cours symétriques, tout parle d'ordre, d'harmonie et du mandat divin du Fils du ciel. Mais sous ce vernis de beauté sublime se cache une histoire plus sombre, plus complexe, une histoire écrite dans la souffrance silencieuse et les vies effacées des femmes qui habitaient ces sanctuaires intérieurs. Le système du concubinage impérial était un microcosme de la structure de pouvoir patriarcale qui définissait non seulement la Chine, mais une grande partie de l'histoire humaine. C'était un système qui institutionnalisait l'objectivation des femmes, les réduisant à leur capacité de reproduction, à leur attrait esthétique et à leur valeur stratégique dans le jeu sans fin de la politique et de la succession. Les femmes du harem n'étaient pas des individus. Elles étaient un collectif, une ressource, leur humanité étant secondaire à leur fonction. Leur vie était régie par une hiérarchie rigide, un système soigneusement calibré de rangs et de privilèges conçus pour fomenter la jalousie et la compétition, pour s'assurer qu'elles ne s'uniraient jamais, que leur pouvoir serait toujours dirigé les unes contre les autres plutôt que contre le système qui les emprisonnait. Telle était la véritable ingéniosité perverse de l'institution. C'était une prison qui s'auto-régulait, où les détenues étaient aussi les gardiennes. Le coût psychologique de cette existence est presque impossible à imaginer. Vivre dans un état de surveillance constante, où n'importe quel mot, n'importe quel geste, pouvait être mal interprété et mené à la ruine. Voir toute sa valeur liée à la faveur fugace et capricieuse d'un seul homme. Considérer sa jeunesse et sa beauté comme ses seuls atouts, en sachant qu'ils diminuent chaque jour qui passe. Vivre avec la menace constante de la violence, non seulement de la part de l'État, mais aussi de ses propres sœurs, dans cette captivité partagée. C'était une vie de torture psychologique profonde et implacable, une érosion lente et systématique de soi. Les histoires qui ont survécu, les murmures d'impératrices qui ont mutilé leurs rivales, de concubines qui ont assassiné leurs propres enfants pour accuser une ennemie, de rébellions désespérées et suicidaires, comme celle du règne de l'empereur Jia Jing, sont souvent présentées comme des contes sensationnalistes d'hystérie et de cruauté féminine. Mais elles ne le sont pas. Elles sont les résultats prévisibles et tragiques d'un système qui pousse les êtres humains à leurs limites absolues, qui les dépouille de leur libre arbitre et de leur dignité, et qui ne leur laisse que les outils de survie les plus désespérés et les plus brutaux. Les femmes de la cité interdite n'étaient pas intrinsèquement monstrueuses. Elles ont été rendues monstrueuses par un système monstrueux. Elles étaient des victimes qui, dans leur lutte pour survivre, sont souvent devenues elles-mêmes des bourreaux, perpétuant le cycle de cruauté qui les avait prises au piège. Et pour chaque impératrice Wu Zetian ou Cixi qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'au sommet du pouvoir, il y a eu des milliers et des milliers de Lin et de Liena, dont les noms sont perdus pour l'histoire, dont la souffrance silencieuse n'a pas été enregistrée,
dont les vies ont été jugées insignifiantes. Leurs histoires sont la véritable histoire cachée de la cité interdite, une histoire qui nous met au défi de regarder au-delà des toits dorés scintillants et des salles majestueuses, et de voir le coût humain de l'Empire, les sacrifices silencieux sur lesquels les trônes sont construits. C'est une réflexion sombre et troublante sur la nature du pouvoir et sur la résilience et la fragilité de l'esprit humain face à l'oppression systématique.